Bonjour. Dans cette présentation, parlons toujours du commerce international, mais nous, au lieu de l'OMC, nous allons parler des accords régionaux et des institutions établies par ces accords régionaux pour leur gestion. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas parler de tous les accords. Il y a tout de même une certaine similarité entre les différents accords et je vais vous montrer notamment deux exemples d'accords conclus par la Suisse qui sont tout de même comparables à d'autres accords, notamment des générations actuelles et des années 70, donc des deux générations des accords qui sont toujours en vigueur et qui sont particulièrement importants, surtout aussi pour la Suisse. Alors, quelle est la structure d'un accord de libre-échange moderne? Je vais essayer ici de reprendre deux accords. Comme j'ai dit, le premier est un accord de la première génération, on pourrait dire. C'est un accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne de 1972. Un accord dont on parle beaucoup car il assure jusqu'à nos jours essentiellement le libre-échange pour des produits industriels entre la Suisse et l'Union européenne. Donc il est fondamental pour la Suisse. Et on discute beaucoup qu'on devrait le moderniser. On discute aussi souvent si la structure institutionnelle de cet accord est suffisante aujourd'hui. Et il y a certains observateurs qui sont très contents parce que c'est très léger en comparaison avec des accords plus modernes. Et notamment, c'est très très léger si on compare à des structures comme l'espace économique européen, conclu entre l'Union européenne et d'autres voisins européens. Donc, il est bien de connaître la structure de cet accord pour pouvoir comprendre ces discussions actuelles. Le deuxième accord que je vais utiliser, c'est l'accord de libre-échange entre les États de l'ALE, l'Association européenne de libre-échange. Ces quatre pays, Islande, Norvège, Liechtenstein et la Suisse, et la République de Singapour de 2002. Alors ça, c'est un accord assez classique pour la nouvelle génération des accords, même si s'il y a bientôt 20 ans, on peut toujours dire que les structures qu'il utilise sont à peu près celles qui sont utilisées dans ce type d'accord encore aujourd'hui. Alors, regardons d'abord la structure de l'accord de 1972, l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne, ce qui aujourd'hui est l'Union européenne. Il se trouve dans le recueil systématique de la Suisse sous le numéro 0632 401 et je vous propose de le chercher en ligne. Il a un préambule où on parle effectivement des objectifs de cet accord, la libéralisation du commerce de marchandises entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, premier aspect, à l'époque, on ne parlait pas encore des services et certainement pas de la propriété intellectuelle, ce qui montre déjà que c'est un accord qui date d'une période où le commerce international était encore plus unidimensionnel que les marchandises. Les structures sont aussi relativement simples. Dans l'article 29 à 31, on parle essentiellement du comité mixte. Et ça, c'était un modèle qui, à l'époque, était beaucoup utilisé par l'Union européenne, mais aussi par d'autres États. Et aussi la Suisse l'a souvent utilisé dans des accords. En anglais, on parle d'un joint committee. Et c'est vraiment la structure la plus simple qu'on peut avoir pour un organe dans un traité, c'est-à-dire c'est une réunion des représentants de tous les membres. Alors dans l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne, il y a deux parties, la Suisse et la CE, et donc les deux parties qui sont représentées au sein de ce comité mixte sont la Suisse et la Commission européenne qui représente ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Les États membres ne sont pas représentés en principe parce que c'est un accord qui est pleinement dans la compétence de l'Union européenne.
et donc on n'a pas besoin d'avoir les représentants des membres. Si cela devrait s'avérer comme intéressant, utile pour une question, ce n'est pas exclu, mais dans la structure de l'accord, c'est en principe pas prévu. Ici, vous avez ce préambule, voilà, l'idée de consolider et d'étendre les relations économiques existantes entre la communauté et la Suisse et d'assurer dans le respect des conditions équitables de concurrence le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne. Donc on voit un peu le contexte européen, le contexte historique et politique. On voit aussi qu'on parle ici de conditions équitables de concurrence. Ça va être intéressant quand nous parlons de certaines règles aujourd'hui où la création de telles règles équitables de concurrence devient de plus en plus important dans la structure de nouveaux accords, dont l'accord entre la Suisse et la CE de 1972, c'est assez basique. Voilà, le préambule continue par cette idée d'éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges et l'idée de regarder l'évolution de la communauté et la possibilité de développer, d'approfondir les relations. Ce que la Suisse et l'Union européenne ont fait dans des accords bilatéraux, mais pas dans cet accord. Raison pour laquelle, comme je l'ai déjà énoncé, on se demande si on ne devrait pas renégocier cet accord sur la marchandise, ce qui est actuellement bloqué, comme vous le savez peut-être, parce qu'on discute beaucoup de la nécessité d'avoir un accord institutionnel pour l'ensemble des accords entre la Suisse et l'Union européenne. Raison pour laquelle aussi ce domaine n'avance pas actuellement. Dernière partie du préambule, qui est moins important pour nous, c'est cette décision dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux de conclure le présent accord. Alors à l'époque, on pensait surtout au GATT parce que à la fois les membres de l'Union européenne et la Suisse étaient membres du GATT. Aujourd'hui, il faut voir surtout que c'est un accord régional ici entre la Suisse et l'Union européenne qui se place dans le cadre de l'OMC, dont aussi la Suisse et l'Union européenne et ses États membres sont membres. L'accord entre la Suisse et l'Union européenne, qu'est-ce qu'il vise? Voilà, on parle ici des différents objectifs, comme on l'a vu pour l'OMC, promouvoir par l'expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, et à favoriser ainsi dans la communauté et en Suisse l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière. Ça, c'est du texte de 1971. Il est intéressant qu'on ne parle pas encore du développement durable, mais c'est clair, cela s'explique par le fait que la discussion du développement durable a eu lieu seulement à partir de la moitié des années 70 et en 1972. Du point de vue politique, c'était pas encore quelque chose qu'on incluait facilement dans de tels textes. Deuxième point, ici, l'accord vise à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence, on a déjà dit, ça devient de plus en plus important. Et troisièmement, qu'on veut contribuer ainsi par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. Donc ici, les deux partenaires, même s'il s'agit d'un accord à un niveau régional, on voit ça aussi comme une contribution au commerce mondial qui pourrait en bénéficier. Aujourd'hui, si on pense aux chaînes d'approvisionnement, il est clair que si par exemple la Suisse vend plus de produits pharmaceutiques en Europe, souvent les ingrédients
peuvent être d'une provenance d'un pays tiers. Donc on voit très bien que là, il y a un lien entre ces différents accords et les chaînes d'approvisionnement qui sont à la base de ce commerce. Parlons maintenant des institutions. Alors on a vu ce comité mixte, il est institué par l'article 29. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord. On va être dans l'ensemble de la gestion et il y a un seul organe, ce comité mixte, qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations, il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres. Donc c'est relativement simple. On voit que dans pratiquement tous les domaines, cet organe peut formuler des recommandations qui sont non contraignantes et que là où c'est prévu dans l'accord. Donc là où on prévoit pour cet organe qui est créé par l'accord, par ce comité mixte, la possibilité de prendre des décisions, là l'article 29 le permet. Deuxième alinéa, aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et à la demande de l'une d'entre elles se consultent au sein du comité mixte. Donc là, on peut utiliser ce comité pour ce type de discussion. Troisième alinéa, le comité mixte établit son propre règlement intérieur, ce qui a été fait. On trouve ce règlement intérieur sur le site de la Confédération, mais il est moins important pour nous. Article 30, le comité mixte est composé d'une part des représentants de la communauté et d'autre part de représentants de la Suisse. Nous avons déjà dit, c'est purement bilatéral. Le comité mixte se prononce d'un commun accord. Alors, comme il n'y a que deux parties, pour prendre une décision, il faut, dans ce cas, un commun accord. Donc, aucun des deux s'oppose. C'est un peu comme on l'a vu pour l'OMC, pour le consensus. Dans l'article 31, on parle de la présidence du comité mixte qui est exercée à tour de rôle par chacun des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. Donc là aussi, c'est un équilibre total entre les deux parties. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président qui invite les autres en vue de procéder à un examen de fonctionnement général de l'accord. Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. Donc là, on voit la possibilité qu'on peut utiliser ce comité quand il y a un problème, essentiellement. Quand on voudrait se parler, on a un rapport privilégié au sein de cet accord. Troisième alinéa, le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Alors là, on voit que le comité peut créer d'autres organes. Ici, on lui donne ce pouvoir de constituer tout groupe de travail. Ça, c'est la forme que prend ce type de sous-organe ou d'organe auxiliaire en vertu de l'article 31, alinéa 3. Ce qui a été fait, par exemple pour des questions techniques, par exemple pour les règles d'origine, un domaine qui est hautement compliqué, technique, que nous allons encore voir, là on confie ces tâches à un groupe de travail. Prenons maintenant un accord plus moderne, l'accord entre l'ALE et le Singapour, pratiquement 30 ans plus tard. Vous le trouvez dans le recueil systématique sous le nom numéro 0632 316 891 1. Et vous voyez comme structure, comme organe principal, c'est de nouveau un comité mixte. Donc ça n'a pas tellement changé. Le comité mixte ALE Singapour est institué par les parties, composé de représentants de chaque partie. Il est coprésidé par les ministres ou par les hauts fonctionnaires délégués à cet effet par les parties. Alors il faut voir ici que malgré le nom, accord ALE Singapour, comme l'ALE est une structure plutôt légère, les membres, c'est-à-dire les parties à cet accord, c'est le Singapour et les 4 membres de l'ALE. Donc il y a 5 parties,
le Singapour, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Suisse. L'ALE en tant que telle n'est pas une partie à cet accord, même si les 4 membres de l'ALE coopèrent au sein de cette structure. Ça montre, comme j'ai dit, le caractère plutôt complémentaire de l'ALE. Ici, c'est donc 5 parties qui sont représentées dans ce comité mixte. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est pas si différent de ce que nous avons vu déjà dans l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne. Il veille à la mise en œuvre du présent accord. Il procède à l'examen des possibilités de poursuivre l'élimination des obstacles au commerce et des autres mesures restrictives affectant les échanges commerciaux entre les États de l'ALE et le Singapour. Donc ça, c'est négociation et discussions de développement futur. C, il suit le développement du présent accord. D, il supervise les travaux de tous les sous-comités et groupes de travail constitués dans le cadre du présent accord. Donc ici, de nouveau, on voit cette possibilité de créer des sous-groupes, voire des groupes de travail. Et il s'efforce de régler des éventuellement différends concernant l'interprétation de l'application du présent accord. Et F, il examine toute autre question susceptible d'affecter l'exécution du présent accord. Donc ça englobe pratiquement tout. La lettre E, concernant les règlements différents, nous allons voir dans une autre présentation qu'il existe aussi une structure plus spécifique encore pour le règlement différent, mais on essaye de ne pas l'utiliser si on peut régler ce type de questions déjà dans le comité mixte, qui est une approche plus diplomatique, où on essaye de négocier avant de vraiment saisir une structure spécifique pour un conflit, un différend entre les parties. Le comité mixte peut décider la création de sous-comités et de groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. On a déjà vu qu'on y faisait référence, et ici vous avez de nouveau cette option qui est donnée au comité mixte, une compétence de créer de tels sous-organes s'il est considéré nécessaire. Sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, les sous-comités et groupes de travail agissent sur mandat du comité mixte. Donc on voit ici le lien direct entre le comité qui crée ces structures, mais qui a aussi le droit de leur confier un mandat spécifique et ainsi limiter leurs compétences et leur capacité d'agir. Le comité mixte peut prendre des décisions en vertu du présent accord. Sur d'autres questions, le comité mixte peut formuler des recommandations. Ça correspond exactement à ce que nous avons vu dans l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne. Donc il y a un nombre limité de domaines qui sont mentionnés dans l'accord où une prise de décision est prévue, qui lie par la suite les parties. Et puis dans les autres domaines, c'est des simples recommandations qui ne sont pas contraignantes. Cinquième alinéa, le comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus. Alors on a vu ici, ce sont 5 membres, la Suisse et les 4 pays membres de l'ALE, le Singapour et les 4 pays membres de l'ALE, et on utilise le consensus. On est ici, cet accord entre le Singapour et les pays membres de l'ALE a été conclu quand ils étaient déjà tous membres de l'OMC, donc ils sont habitués à ce consensus, et ça signifie donc la même chose qu'au sein de l'OMC, c'est-à-dire aucune partie ne s'oppose. Le comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement une fois tous les 2 ans. Donc, vous voyez, c'est un peu moins commun. Tout de même, les États de l'ALE et le Singapour ont beaucoup de tels accords. Donc, s'ils doivent se réunir tous les 2 ans, ça fait déjà pas mal de réunions si on tient aussi compte des autres réunions qu'ils ont avec d'autres partenaires. Les séances originaires du comité mixte sont considérées par un État de l'ALE et Singapour. Le comité mixte établit son règlement intérieur. Donc voilà, là, c'est pas si différent du modèle de 1972. Chaque partie peut demander à tout moment par notification adressée aux autres parties la convocation d'une séance extraordinaire du comité mixte.
Cette séance se tient dans les 30 jours de réception de la demande, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Donc on a ici une règle de politesse aussi, comment ça se gère normalement, mais les parties peuvent aussi convenir différemment si c'est par exemple urgent et si c'est accepté par tous les membres. Le comité mixte peut décider d'amender les annexes et appendices du présent accord. Sous réserve du paragraphe 9, il peut fixer la date de l'entrée en vigueur de telle décision. Alors ici, on trouve une possibilité d'amender l'accord, ce que les États pourraient toujours faire, mais ici, on délègue l'amendement des annexes et des appendices, qui sont plus techniques, au comité mixte. Ça, c'est surtout important si on tient compte de la prise de décision dans les États membres. Donc, il s'agit à ce moment-là d'amendements des annexes et des appendices qu'on a déjà délégués à ce comité mixte. Et donc, les États ne doivent pas retourner auprès de leur Parlement, par exemple, pour faire accepter de tels amendements. Donc ça, c'est une règle qui, dans la réalité, peut être utile pour rendre la gestion de l'accord et l'amendement des annexes et appendices, plutôt de nature technique, plus simple et rapide. Finalement, si un représentant d'une partie au sein du comité mixte a accepté une décision qui est subordonnée à l'accomplissement de procédures constitutionnelles, la décision entre en vigueur lorsque la dernière partie a notifié l'accomplissement de ces procédures internes, sauf si la décision elle-même prévoit une date ultérieure. Le comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les parties qui ont accompli leur procédure interne, pour autant que Singapour soit au du nombre. Ça, c'est pour là où on voit que ça permet par exemple que quelque chose entre en vigueur entre Singapour et la Suisse, et le Liechtenstein et l'Islande, même si la Norvège n'est pas encore prête. Ça aussi, ça rend l'accord un peu plus dynamique. Il ne faut pas toujours attendre tous les États membres de l'ALE. Et on voit tout de même que le Singapour doit toujours être parmi ces partenaires qui acceptent déjà l'amendement ou la décision, tandis que pour les membres de l'ALE entre eux, ils ont bien sûr encore d'autres bases légales qu'ils utilisent pour leur propre rapport. Une partie peut appliquer provisoirement une décision du comité mixte jusqu'à son entrée en vigueur sous réserve de ses procédures constitutionnelles. Donc, et dans la réalité, c'est assez souvent fait. Nous allons encore parler de l'importance de ces possibilités d'appliquer provisoirement certains résultats de négociation en attendant éventuellement l'accomplissement de procédures internes. C'est tout pour cette procédure. Vous voyez, les deux procédures se ressemblent et comme j'ai déjà dit, ces procédures ressemblent à celles qu'on trouve dans un grand nombre d'accords internationaux. La plupart des accords commerciaux essayent de garder une structure simple qui s'inspire souvent de ce modèle d'un comité mixte avec des règles très semblables à ce que nous venons de voir. Merci beaucoup et à bientôt.